Le 23 octobre 1891, les ouvriers qui creusaient les fondations d'une nouvelle aile de l'école Sainte-Catherine de Rouen tombèrent sur quelque chose qui allait faire trembler les familles les plus respectées de Normandie. Une crypte murée contenant 17 cercueils de jeunes femmes, toutes issues de la noblesse locale, toutes officiellement mortes d'accidents ou de maladies foudroyantes entre 1840 et 1870. Si cette découverte vous glace déjà le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez, car peut-être que votre propre région cache des secrets aussi terrifiants que celui de Rouen. Mais c'est eux qui rendaient cette découverte encore plus troublante. C'était eux qu'on allait découvrir dans les semaines qui suivirent. Des documents cachés dans les murs de l'école, révélant un système méticuleux d'élimination d'héritières gênantes, orchestré par les familles les plus honorables de la bourgeoisie normande. Un réseau criminel si sophistiqué qu'il avait fonctionné pendant 40 ans sans jamais être soupçonné. En cette fin du 19e siècle, Rouen était le joyau industriel de la Normandie. La révolution textile avait enrichi considérablement les familles bourgeoises qui dominaient la vie économique et sociale de la région. Ces dynasties manufacturières, les Beaumont du coton, les Dubois de la soie, les Lemaire du lin, avaient bâti leur fortune sur le commerce avec l'Angleterre et les colonies, créant un réseau complexe d'alliances matrimoniales et d'héritages croisés qui façonnait le destin de Rouen depuis des générations. L'ascension de ces familles avait été fulgurante. En l'espace de 2 générations, d'anciens artisans s'étaient transformés en magnates industriels, possédant des filatures entières, des flottes de navires marchands et des hôtels particuliers rivalisant avec ceux de l'aristocratie parisienne. Cette richesse nouvelle s'accompagnait d'une obsession pour la respectabilité sociale et d'une terreur absolue du déclassement. Les mariages étaient négociés comme des traités diplomatiques, les héritages planifiés avec la précision de campagnes militaires, et toute déviance par rapport aux plans familiaux était perçue comme une menace existentielle. Dans cette société rigide, une fille rebelle pouvait détruire en quelques mois le travail de toute une vie et compromettre l'avenir de générations entières. L'école Sainte-Catherine, fondée en 1823, était l'établissement le plus prestigieux de la ville pour l'éducation des jeunes filles de bonne famille. Située rue des Carmes, dans un imposant bâtiment de pierre blanche qui avait autrefois abrité un couvent, l'école accueillait les filles de l'élite normande et parisienne. Le choix de cet ancien couvent n'était pas innocent. Ses murs épais, ses couloirs labyrinthiques et ses caves profondes offraient la discrétion nécessaire aux activités qui allaient bientôt s'y dérouler. L'architecture du bâtiment reflétait parfaitement l'esprit de l'époque. La façade, d'un classicisme strict, ne comportait aucun ornement superflu. Les fenêtres, hautes mais étroites, laissaient filtrer une lumière parcimonieuse qui baignait les salles d'une atmosphère austère. La cour centrale, pavée de pierres grises, résonnait du bruit sec des sabots sur le sol dur, créant une ambiance de discipline militaire qui imprégnait chaque instant de la vie scolaire. On y enseignait les langues, la musique, les arts d'agrément, et surtout cette retenue morale qui faisait d'une demoiselle bien élevée un parti enviable sur le marché matrimonial. Mais au-delà de ces matières officielles, l'école dispensait un enseignement plus subtil, celui de la soumission absolue à l'autorité familiale et sociale. Les pensionnaires apprenaient à étouffer leurs désirs personnels, à accepter les décisions prises pour elles et à considérer leur bonheur individuel comme secondaire par rapport aux intérêts de leur lignée. La directrice depuis 1835, Madame Célestine Fourier, était une femme de 75 ans dont la réputation de sévérité n'avait d'égal que son dévouement apparent à l'éducation chrétienne. Veuve d'un négociant enrichi dans le commerce des épices, elle dirigeait l'établissement avec une autorité absolue, entretenant des relations privilégiées avec les familles les plus influentes de Rouen. Madame Fourier était une femme de petite taille au regard perçant et à la voix douce qui contrastait avec la fermeté de décision. Elle portait invariablement des robes noires de soie austère, et cheveux gris étaient tirés en un chignon si serré qu'il semblait tendre la peau de son visage.
Son bureau, situé au premier étage avec vue sur la cour, était meublé avec un luxe discret qui témoignait de sa fortune personnelle. Un secrétaire en acajou marqué, des fauteuils recouverts de velours bordeaux et une bibliothèque contenant les œuvres des moralistes les plus stricts. Et au fond du parc, isolé du bâtiment principal par une allée de tilleuls centenaires, se dressait le petit pavillon qui servait d'infirmerie, lieu discret où les jeunes filles souffrantes étaient soignées, loin des regards indiscrets. Ce pavillon, apparemment anodin avec sa façade de briques rouges et ses volets verts, allait révéler des secrets qui hanteraient la mémoire collective de Rouen pendant des décennies. Tout avait commencé le matin du 23 octobre 1891, lorsque l'entrepreneur Jean-Baptiste Moreau dirigeait les travaux d'extension de l'école. Les autorités municipales avaient accordé les permis pour construire une nouvelle aile destinée à accueillir les pensionnaires de plus en plus nombreuses. Le succès apparent de l'établissement justifiait cette expansion, et plusieurs familles fortunées de Paris avaient manifesté leur intérêt pour y inscrire leurs filles. L'entrepreneur Moreau, homme d'une cinquantaine d'années au visage buriné par des décennies de travail en extérieur, dirigeait l'un des chantiers les plus importants de sa carrière. Cette commande prestigieuse devait consacrer sa réputation et lui ouvrir les portes de la bourgeoisie rouennaise. Il supervisait personnellement les travaux, vérifiant chaque détail avec l'attention d'un artiste perfectionniste. Vers 11 heures, alors que les ouvriers creusaient les fondations côté est selon les plans approuvés par l'architecte municipal, la pioche de l'un d'eux résonna d'un son creux inhabituel. Le bruit, différent du choc sourd habituel contre la terre compacte, attira immédiatement l'attention du contremaître. Pierre Descamps, contremaître expérimenté qui travaillait sur les chantiers rouennais depuis 30 ans, s'approcha pour examiner l'anomalie. Cet homme de terrain, habitué aux surprises que réservaient les sous-sols des vieux bâtiments, sentit immédiatement que cette découverte sortait de l'ordinaire. Sous une mince couche de terre se dessinaient les contours d'une dalle de pierre calcaire, parfaitement ajustée et visiblement ancienne. La pierre, d'un grain fin caractéristique des carrières de la région, avait été taillée avec un soin inhabituel pour une simple couverture de cave. Ses bords étaient biseautés avec une précision d'orfèvre, et des traces d'outils révélaient qu'elle avait été mise en place par un artisan de talent. Plus intriguant encore, la dalle portait des marques gravées presque effacées par le temps, qui ressemblaient à des symboles religieux ou héraldiques. L'examen plus attentif révéla qu'il s'agissait de l'entrée d'une crypte, scellée par un mortier durci par les décennies. Ce mortier, d'une composition inhabituelle mêlant chaux et cendres, avait acquis une dureté exceptionnelle qui témoignait de l'ancienneté du scellement. Des traces d'outils sur les bords suggéraient que la fermeture avait été effectuée avec un soin particulier, comme si l'on avait voulu s'assurer qu'elle ne serait jamais rouverte. CE n'était pas marqué sur les plans de l'ancien couvent, murmura Moreau en consultant les documents architecturaux. Il déploya sur une caisse de bois les plans originaux de l'édifice, jaunis par l'âge et marqués de taches d'encre séchée. Ces documents, conservés aux archives municipales, ne mentionnaient aucune construction souterraine dans cette partie du bâtiment. Les religieuses qui avaient occupé les lieux avant la transformation en école n'avaient jamais mentionné l'existence d'une telle construction souterraine. La mère supérieure du couvent, sœur Angélique de la Miséricorde, avait pourtant remis au nouveau propriétaire un inventaire détaillé des lieux lors de la vente en 1823. Cet inventaire, retrouvé dans les archives notariales, ne faisait aucune allusion à une crypte ou à un caveau quelconque. Cette omission prenait un caractère troublant quand on savait que les règles monastiques imposaient aux communautés religieuses de tenir des registres précis de tous les bâtiments et dépendances de leur propriété. L'absence de mention de cette crypte dans les documents officiels suggérait soit une négligence administrative improbable, soit une volonté délibérée de dissimulation. La nouvelle de cette découverte remonta rapidement jusqu'au bureau du maire, M. Henri Levasseur, qui ordonna l'arrêt immédiat des travaux.
Cet homme de 60 ans, respecté pour sa rigueur administrative et sa probité, pressentit immédiatement l'importance de cette découverte. Son expérience de la gestion municipale lui avait appris que les secrets enfouis dans les vieux bâtiments réservaient parfois des surprises désagréables aux autorités locales. Une commission d'enquête fut constituée dans l'après-midi même, incluant le commissaire de police Auguste Beaumont, l'architecte municipal Charles Damien et le médecin légiste Dr François Delacroix. Cette commission, formée selon les procédures officielles, disposait de tous les pouvoirs nécessaires pour mener une investigation complète. L'ouverture de la crypte eut lieu le 25 octobre, en présence des autorités locales et de Madame Fourier, qui avait insisté pour assister aux opérations malgré son âge avancé. La directrice de l'école, habituellement si maîtresse d'elle-même, montra des signes de nervosité inhabituels en attendant les résultats de l'ouverture. Ses mains tremblaient légèrement et elle ne cessait de triturer le chapelet d'ébène qu'elle portait toujours à la ceinture. CE, que révéla la lueur des lanternes dans CE caveau de 15 mètres sur 10, fit reculer d'horreur même les hommes les plus endurcis. L'odeur qui s'échappait de la crypte, mélange de moisis, d'encens ancien et de quelque chose d'indéfinissable et de dérangeant, saisit à la gorge les premiers investigateurs qui s'aventurèrent dans les profondeurs. 17 cercueils de bois sombre étaient alignés avec un ordre méticuleux. Chacun était posé sur des tréteaux de pierre sculptés, surélevés du sol pour éviter l'humidité. L'agencement révélait une planification soigneuse. Les cercueils étaient disposés selon leur date de confection, créant une chronologie macabre que l'enquête allait bientôt déchiffrer. Chacun portait une plaque de cuivre finement gravée, indiquant le nom, les dates de naissance et de décès, et la cause officielle de la mort. Ces plaques, d'une facture exceptionnelle, avaient été réalisées par un artisan de talent. L'écriture, gravée avec une précision d'orfèvre, témoignait du soin apporté à cette macabre commémoration. Marie-Antoinette de Clermont-Ferrand, 19 ans, décédée d'une fièvre maligne le 15 mars 1842. Eugénie Duval de Bonneval, 22 ans, morte dans un accident de voiture le 8 septembre 1845. Constance de Villers-Bocage, 18 ans, emportée par une maladie de poitrine le 12 janvier 1848. La liste s'étendait sur 30 années, révélant un schéma troublant. Toutes ces jeunes femmes appartenaient aux familles les plus riches de Normandie, toutes étaient mortes dans leur prime jeunesse, et toutes avaient été pensionnaires à l'école Sainte-Catherine peu avant leur décès. Cette coïncidence, statistiquement impossible, orientait déjà les soupçons vers l'établissement scolaire et sa direction. Les jours qui suivirent la découverte de la crypte furent marqués par une investigation minutieuse qui allait révéler l'ampleur terrifiante du complot. Le commissaire Beaumont, homme méticuleux formé à l'école de Vidocq, entreprit de reconstituer l'histoire de chacune des victimes en consultant les archives municipales, paroissiales et notariales. Cette recherche archivistique, menée avec la rigueur d'un historien et la méthode d'un détective, nécessita plusieurs semaines de travail intensif. Beaumont constitua une équipe de 4 adjoints qui fouillèrent systématiquement tous les dépôts d'archives de la région, depuis les registres paroissiaux jusqu'aux minutes notariales, en passant par les archives des tribunaux et les collections privées des grandes familles. Ce travail de fourmi révéla des incohérences troublantes qui transformèrent progressivement les soupçons en certitudes. Marie-Antoinette de Clermont-Ferrand, par exemple, était officiellement décédée à Paris chez sa tante, selon l'acte de décès conservé en mairie. Cet acte, rédigé sur papier à en-tête officielle et dûment signé par un médecin parisien, semblait parfaitement authentique. Pourtant, son corps reposait bel et bien dans la crypte de Rouen, identifié formellement grâce aux bijoux qu'elle portait et que sa famille avait reconnus. Cette contradiction flagrante entre les documents officiels et la réalité matérielle soulevait des questions inquiétantes sur l'authenticité de l'acte de décès parisien.
L'enquête menée dans la capitale révéla que le médecin signataire de l'acte, un certain docteur Marcellin Beaumont, avait mystérieusement disparu quelques semaines après avoir établi le certificat. Son cabinet médical avait été fermé précipitamment et aucune trace de lui n'avait été retrouvée malgré les recherches de SES créanciers. Cette disparition opportune renforçait les soupçons de falsification documentaire. Plus intriguant encore, l'examen des registres de l'école révéla que la plupart de CES jeunes femmes avaient quitté l'établissement de manière précipitée, souvent en pleine nuit, officiellement rappelées d'urgence par leur famille pour des raisons de santé ou des affaires familiales pressantes. Ces départs nocturnes, inhabituels dans un établissement où chaque mouvement était strictement réglementé, créaient un schéma répétitif qui ne pouvait relever du hasard. Madame Fourier expliquait invariablement CES départs soudains par des télégrammes urgents reçus des familles, mais aucune trace de CES message n'avait été conservée. Cette absence de documentation dans un établissement où tout était habituellement archivé avec un soin maniaque constituait une anomalie révélatrice de la volonté de dissimulation. L'enquête prit une tournure plus sombre encore lorsque le notaire Armand Lezage, chargé d'examiner les testaments et successions de CES famille, découvrit un réseau complexe de manipulations héréditaires. Cette investigation notariale révéla des schémas de transmission patrimoniale qui défiaient toute logique normale. Dans chaque cas, la mort de la jeune héritière avait permis un reclassement avantageux des biens familiaux, éliminant des branches cadettes gênantes ou consolidant des alliances matrimoniales stratégiques. Ces réorganisations successorales, toutes favorables aux intérêts familiaux dominants, ne pouvaient résulter de simples coïncidences. C'est en fouillant systématiquement les appartements privés de Madame Fourier, situés au dernier étage de l'école dans CE, qui avaient autrefois été les cellules des religieuses, que l'enquête prit une dimension véritablement effrayante. Ces appartements, aménagés avec un luxe discret mais raffiné, témoignaient de la fortune personnelle considérable que la directrice avait accumulée au fil des années. Derrière une bibliothèque de chêne, sculptée contenant les œuvres des moralistes chrétiens les plus rigoureux, les enquêteurs découvrirent une cache ingénieusement dissimulée. Ce compartiment secret, accessible par un mécanisme à ressort dissimulé dans la décoration, contenait plusieurs centaines de documents soigneusement classés et archivés avec un soin méticuleux. Il y avait d'abord les dossiers de surveillance, comme les avait étiquetés la directrice dans son système de classification personnelle. Chaque pensionnaire faisait l'objet d'une fiche détaillée, recensant non seulement SES résultats scolaires et son comportement, mais aussi et surtout sa situation patrimoniale. Fortune familiale estimée au franc près, héritage à venir avec leur date probable, alliance matrimoniale envisagée avec leurs implications financières. Tout était consigné avec une précision comptable glaçante. Plus troublant encore étaient les rapports de compatibilité, documents dans lesquels Madame Fourier évaluait la docilité de chaque élève face aux arrangements familiaux. Les jeunes filles rebelles, celles qui montraient trop d'indépendance d'esprit, ou qui remettaient en question l'autorité parentale, étaient marquées d'une croix rouge dans la marge. Cette croix, comme l'enquête allait le révéler, était le signe distinctif de celles qui ne verraient jamais la fin de leur scolarité. Mais le document le plus accablant était un registre relié de cuir noir, intitulé « Correspondance privée », qui contenait les copies de toutes les lettres échangées entre Madame Fourier et les familles des victimes. Ces lettres révélait l'existence d'un véritable système d'élimination sur commande, organisé avec la froideur d'une entreprise commerciale. Une lettre datée du 8 février 1842, adressée au comte de Clermont-Ferrand, illustrait parfaitement le fonctionnement de ces systèmes. Monsieur le comte, concernant les difficultés que vous évoquiez relativement à votre nièce Marie-Antoinette, je vous confirme que l'établissement peut prendre en charge la résolution de cette situation délicate. Les modalités que nous avons évoquées lors de notre entretien du mois dernier demeurent d'actualité, moyennant la contribution habituelle aux œuvres de l'école. Je vous assure de ma plus parfaite discrétion et de l'efficacité de nos méthodes éprouvées.
Ces échanges de correspondance révélaient que l'école Sainte-Catherine fonctionnait comme une véritable agence d'élimination, proposant SES services aux familles bourgeoises confrontées à des héritières problématiques. Le tarif semblait standardisé autour de 10 000 francs par opération, somme considérable qui garantissait le silence absolu de tous les participants. L'enquête permit de reconstituer précisément le mode opératoire de CE qui apparaissait désormais comme l'une des organisations criminelles les plus sophistiquées du siècle. Le processus commençait toujours par une demande discrète de la famille, généralement transmise lors d'une visite de courtoisie à l'école ou par l'intermédiaire d'un proche commun. Madame Fourier étudiait alors soigneusement le dossier de la pensionnaire concernée, évaluant les risques et les bénéfices de l'opération. Les jeunes femmes les plus surveillées par leur entourage ou dont la disparition pourrait susciter trop de questions étaient écartées. Seules étaient retenues celles dont l'élimination pouvait passer pour un accident crédible ou une maladie foudroyante. Une fois la décision prise, la directrice mettait en place un scénario soigneusement orchestré. La victime désignée était progressivement isolée des autres pensionnaires sous prétexte de problèmes de santé ou de discipline. On la transférait à l'infirmerie du pavillon isolé, où elle se trouvait sous la surveillance exclusive de sœur Marguerite Dubois, l'infirmière de l'école, complice essentielle du système. Sœur Marguerite, âgée de 52 ans au moment de l'enquête, était une femme d'apparence fragile, mais au caractère d'acier trempé. Ancienne religieuse défroquée après un scandale jamais élucidé dans son précédent couvent, elle avait trouvé refuge à l'école Sainte-Catherine, où ses compétences médicales rudimentaires mais suffisantes faisaient merveille. Son témoignage, obtenu après des semaines de pression psychologique, révéla les détails les plus glaçants de CES meurtres en série. Elle ne souffrait pas, répétait-elle obsessionnellement lors de ces interrogatoires. Madame Fourier était très claire sur CE points. Il fallait que CE soit rapide et sans douleur pour préserver la sérénité de l'école. La méthode utilisée était d'une simplicité terrifiante. Une dose massive de laudanum, cet opiacé couramment utilisé à l'époque pour soigner les douleurs, administrée dans une tisane du soir. La victime s'endormait paisiblement et ne se réveillait jamais. Une fois le décès constaté, le corps était immédiatement transféré dans la crypte secrète, où il était placé dans un cercueil préalablement préparé, portant une plaque commémorative gravée à l'avance. Parallèlement, Madame Fourier activait son réseau de complicité pour créer les preuves de la mort officielle de la victime dans un autre lieu. Ce réseau incluait des médecins complaisants, prêts à signer des certificats de décès falsifiés, des employés municipaux corrompus qui établissaient de faux actes d'état civil, et même des croque-morts qui organisaient de fausses funérailles dans d'autres villes avec des cercueils vides ou remplis de pierres. Si ce système méthodique vous donne des frissons, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire que vous pensez qui va arriver aux familles impliquées, car l'enquête était loin d'être terminée. Au-delà du scandale, l'enquête permit de reconstituer les derniers jours de quelques-unes des victimes, révélant des détails poignants sur CES jeunes femmes dont la seule faute avait été de refuser de se plier aux exigences de leur famille. Le CIAS de Constance de Villers-Bocage, 18 ans, illustre tragiquement le destin de CES, héritière rebelle. Fille unique d'un propriétaire terrien, enrichi par la spéculation foncière, elle était promise à un cousin éloigné dont l'union aurait consolidé le patrimoine familial. Mais Constance avait d'autres projets. Passionnée de littérature, elle rêvait de devenir écrivaine et correspondait secrètement avec des intellectuels parisiens qui encourageaient ses ambitions artistiques. Le journal intime de Constance, retrouvé caché dans sa chambre de l'école, révéla ses derniers espoirs et ses dernières angoisses. Dans ses dernières pages, datées de janvier 1848, elle écrivait « Papa devient de plus en plus insistante au sujet de ce mariage avec cousin Armand. Je lui ai dit clairement que je préférerais mourir plutôt que d'épouser cet homme que je méprise. Maman pleure sans cesse et dit que je déshonore la famille. Peut-être ai-je tort de résister ainsi,
Mais comment puis-je renoncer à mes rêves sans mourir intérieurement? Ces mots, terrifiants par leur dimension prophétique, montrent que Constance avait elle-même évoqué la mort comme alternative au mariage forcé. Sa famille avait pris cette métaphore au pied de la lettre et organisé sa disparition définitive. Le cas d'Hortense Beaumont, 21 ans, était encore plus révoltant. Héritière d'une fortune considérable bâtie sur l'importation de coton américain, elle s'était éprise d'un jeune avocat républicain aux idées progressistes. Cette liaison, découverte par sa famille en pleine période de troubles révolutionnaires de 1848, fut perçue comme une trahison politique autant que sociale. Les lettres échangées entre Hortense et son amoureux, saisies lors de l'enquête, révèlent une histoire d'amour authentique, brisée par l'intransigeance familiale. « Mon très cher Paul », écrivait-elle dans sa dernière lettre, jamais envoyée, « Papa a découvert notre correspondance et menace de me déshériter si je ne renonce pas à vous voir. Je ne sais plus que faire, car je vous aime plus que ma propre vie, mais je ne peux supporter l'idée de causer la ruine de ma famille. » Cette lettre fut écrite 3 jours avant qu'Hortense ne soit transférée à l'infirmerie pour soigner une fièvre persistante dont elle ne se remettrait jamais. Au fur et à mesure que l'investigation progressait, le commissaire Beaumont réalisait qu'il se trouvait face à un complot d'une envergure insoupçonnée. L'examen minutieux des registres financiers de l'école révéla des mouvements de fonds suspects. Entre 1840 et 1870, l'établissement avait reçu des donations privées d'un montant total de plus de 300 000 francs, somme astronomique pour une école de province. Mais plus troublant encore était le fait que ces sommes n'apparaissaient pas dans les comptes officiels de l'école soumis aux autorités académiques. Elles étaient gérées sur un compte séparé, ouvert à la Banque de France sous le nom de Société de bienfaisance Sainte-Catherine, société fictive dont Madame Fourier était l'unique signataire. L'argent ainsi collecté ne servait pas seulement à enrichir la directrice. Une part importante était redistribuée sous forme de pots de vin aux nombreux complices nécessaires au fonctionnement du système. Les archives révélèrent l'existence d'une véritable grille tarifaire pour acheter les silences. 1000 francs pour un médecin complice, 500 pour un employé de mairie, 200 pour un croque-mort discret. Cette organisation criminelle avait également développé un propre code et rituel. Les familles clientes étaient désignées par des numéros dans la correspondance de Madame Fourier. Les victimes potentielles étaient répertoriées sous des noms de fleurs. Rose pour les héritières uniques, Violette pour les filles cadettes, Marguerite pour celles dont l'héritage était contesté. L'enquête révéla que le système avait même ses propres traditions macabres. Chaque tout novembre, jour des morts, Madame Fourier descendait seule dans la crypte pour qu'elle appelait dans son journal personnel la cérémonie du souvenir. Elle déposait une couronne de fleurs séchées devant chaque cercueil et récitait les noms des défuntes comme si elle présidait à une messe noire dédiée à ses victimes. Plus inquiétant encore, ses notes personnelles suggéraient qu'elle considérait son action comme une œuvre de salut social. « Ces jeunes filles rebelles, écrivait-elle en 1856, auraient détruit l'harmonie de leur famille et perturbé l'ordre social que Dieu a établi. En les rappelant à lui avant qu'elles ne puissent commettre l'irréparable, je sauve leurs âmes et protège la société de leur influence néfaste. » L'affaire prit une dimension politique explosive lorsque l'enquête révéla l'implication de personnalités haut placées de l'administration préfectorale et de la magistrature locale. Pour que le système fonctionne si longtemps sans être découvert, il avait fallu la complicité active ou passive de nombreux responsables officiels. Le sous-préfet Alphonse de Beauregard, qui supervisait l'enseignement privé dans la région, avait touché pendant des années des gratifications exceptionnelles versées par l'école Sainte-Catherine. Ces versements, déguisés en donations pour des œuvres de charité, achetaient son silence sur les anomalies qu'il ne pouvait manquer d'observer dans le fonctionnement de l'établissement. Plus grave encore, l'enquête révéla que le procureur adjoint Gustave Lemercier
avait personnellement étouffé plusieurs plaintes déposées par des familles inquiètes de la disparition de leur fille. Ces plaintes, classées sans suite sous des prétextes administratifs fallacieux, auraient pu révéler le pot aux roses dès les années 1850 si elles avaient été traitées sérieusement. Le scandale atteignit son paroxysme avec la découverte de l'implication du maire lui-même, Henri Levasseur, qui avait pourtant ordonné l'enquête sur la crypte. Les archives révélèrent qu'il avait touché des pots de vin substantiels pour fermer les yeux sur les irrégularités administratives liées au faux certificat de décès. Son suicide, 3 jours après cette révélation, privera la justice d'un témoin capital, mais confirmera définitivement l'ampleur de la corruption qui gangrénait les institutions rouennaises. Cette dimension politique de l'affaire expliquait en partie pourquoi le système criminel avait pu fonctionner si longtemps sans être inquiété. Madame Fourier n'était pas seulement une criminelle isolée, mais le pivot d'un réseau de corruption qui s'étendait à tous les niveaux de l'administration locale et touchait même la magistrature chargée de faire respecter la loi. L'enquête prit une tournure encore plus dramatique le 2 décembre 1891, lorsque les fouilles systématiques du sous-sol de l'école révélèrent l'existence d'une deuxième crypte, plus ancienne et plus vaste que la première. Cette découverte, qui fit sensation dans la presse nationale, révéla que l'activité criminelle de l'établissement remontait bien plus loin qu'on ne l'avait imaginé. Cette crypte supplémentaire, située sous l'ancienne chapelle du couvent, contenait 23 autres cercueils datant de la période 1825 to 1840. Les plaques commémoratives suivaient le même modèle que celles de la première crypte, mais les causes de décès officielles étaient encore plus variées. Noyades accidentelles, chute de cheval, empoisonnements alimentaires, fièvre soudaine. L'examen de CES Nouveau Cas révéla que le système criminel avait été inauguré dès les premières années de l'école, sous la direction de la prédécesseure de Madame Fourier, une certaine Madame Victoire Champlain. Cette découverte suggérait que l'école Sainte-Catherine avait été conçue dès sa fondation comme une couverture pour une activité d'élimination d'héritières gênantes. Les archives retrouvées dans un coffre-fort dissimulé sous l'autel de l'ancienne chapelle révélèrent l'existence d'un document fondateur terrifiant, le règlement intérieur secret de l'institution Sainte-Catherine, rédigé en 1823 par les membres fondateurs de l'école. Ce document, d'une froideur bureaucratique saisissante, codifiait précisément les modalités d'élimination des pensionnaires inadaptés aux exigences familiales et sociales. L'article 1er de ce règlement secret stipulait « L'institution Sainte-Catherine a pour mission première l'éducation morale et religieuse des jeunes filles de bonne famille. Toutefois, lorsqu'une pensionnaire se révèle définitivement rétive aux enseignements dispensés et constitue une menace pour l'harmonie familiale, l'institution se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l'ordre social, y compris les mesures définitives. » Cette charte criminelle était signée par 12 notables rouennais, incluant 3 banquiers, 2 industriels, 1 magistrat, 4 propriétaires terriens et 2 ecclésiastiques. Tous ces hommes, piliers respectés de la société normande, avaient donc sciemment créé une institution dédiée au meurtre légalisé de jeunes femmes insoumises. La révélation de l'affaire déclencha une véritable tempête dans la bourgeoisie rouennaise. Les familles impliquées, qui comptaient parmi les plus respectées de Normandie, se trouvèrent brutalement exposées au scandale et à l'opprobre public. La famille de Clermont-Ferrand fut la première à subir les conséquences de ces révélations. Édouard de Clermont-Ferrand, qui avait hérité de la fortune familiale après la mort suspecte de sa cousine Marie-Antoinette, vit son empire textile s'effondrer en quelques semaines. Ses clients, horrifiés par les révélations sur les origines de sa richesse, annulèrent massivement leurs contrats. Ceux banquiers, inquiets pour leur réputation, exigèrent le remboursement immédiat de ses emprunts. En l'espace d'1 mois, l'un des industriels les plus puissants de Rouen se retrouva en faillite personnelle. Mais CE n'était que le début de ce malheur. Son épouse, Mathilde de Clermont-Ferrand, née Beaumont,
fille d'une autre famille impliquée dans le scandale, ne supporta pas la honte qui s'abattait sur sa lignée. Elle quitta le domicile conjugal avec SES 3 enfants et se réfugia chez sa sœur à Paris, demandant publiquement l'annulation de son mariage pour cause de tromperie sur la personne et complicité de crime. Le suicide d'Édouard de Clermont-Ferrand, retrouvé pendu dans son bureau le 15 novembre 1891, marqua tragiquement l'ampleur du désastre social provoqué par l'affaire. Sa lettre d'adieu publiée dans la presse locale malgré l'opposition de sa famille révélait l'étendue de son désespoir. « Je n'ai jamais voulu la mort de Marie-Antoinette, j'ai simplement accepté CE que mon père présentait comme une solution à nos difficultés financières. Jamais je n'aurais imaginé qu'accepter cet héritage ferait de moi le complice d'un meurtre. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité qui me ronge depuis 20 ans. » La famille Duval de Bonneval connut un sort similaire. Le banquier Auguste Duval, père d'Eugénie, fut arrêté et inculpé de complicité d'assassinat. SE's aveux, arrachés après des semaines d'interrogatoire, révélèrent le cynisme glacial avec lequel il avait planifié la mort de sa propre fille. « Eugénie était incontrôlable », déclara-t-il au juge d'instruction. « Elle menaçait d'épouser un homme ruiné qui nous aurait menés à la faillite. Madame Fourier nous a proposé une solution définitive à CE problème et j'ai accepté par nécessité familiale. CE qui rendait CES aveu encore plus glaçant, c'était la froideur avec laquelle il détaillait l'organisation pratique du crime. Il avait lui-même rédigé les lettres d'amour fictives censées provenir du prétendant parisien d'Eugénie, lettres qui justifiaient ce sorties répétées de l'école dans les semaines précédant sa mort. Il avait organisé le faux accident de voiture qui était censé l'avoir tué sur la route de Caen, payant un cocher pour qu'il témoigne de cette version mensongère des faits. Confrontée à l'accumulation de preuves contre elle, Madame Fourier finit par avouer ce crime lors d'un interrogatoire mémorable qui se déroula le 20 novembre 1891 dans le bureau du juge d'instruction Théophile Morin. Cette confession, retranscrite intégralement par le greffier, constitue l'un des documents les plus troublants de l'histoire criminelle française. « Messieurs, » commença-t-elle d'une voix ferme qui contrastait avec sa frêle apparence, « je ne renie rien de CE que j'ai fait. Ces jeunes filles étaient des obstacles à l'harmonie sociale que leur famille souhaitait préserver. Je n'ai fait qu'exécuter la volonté de leurs propres parents, qui n'avaient pas la force morale d'assumer eux-mêmes cette nécessité. » Cette justification morale du crime révélait la personnalité complexe de cette femme qui avait réussi à convaincre des dizaines de familles de participer à SES forfait. Elle expliqua comment elle avait progressivement construit sa réputation de résolutrice de problèmes familiaux au sein de la bourgeoisie rouennaise. Tout a commencé en 1839, poursuivit-elle, avec le cas de Célestine de Montmorency, une jeune fille de 16 ans dont les parents étaient désespérés par son comportement. Elle refusait catégoriquement le mariage arrangé avec un héritier qui aurait sauvé la famille de la ruine et menaçait de s'enfuir avec un domestique. Sa mère, Madame de Montmorency, m'a confié qu'elle préférerait voir sa fille morte plutôt que déshonorée par une mésalliance. Cette première commande avait été exécutée de manière artisanale, Madame Fourier improvisant encore sa méthode. Mais le succès de l'opération et la reconnaissance éperdue de la famille de Montmorency l'avaient convaincue qu'elle répondait à un besoin réel de la société bourgeoise de l'époque. « J'ai réalisé, » expliqua-t-elle au juge, que beaucoup de familles honorables se trouvaient confrontées au même dilemme, des héritières rebelles qui menaçaient l'équilibre familial et social. J'ai donc organisé mes services pour répondre à cette demande, en développant des méthodes de plus en plus raffinées pour éviter tout soupçon. Sa confession révéla également l'existence de clients dont l'enquête n'avait pas encore découvert l'implication. Elle cita les noms de 15 autres familles normandes qui avaient fait appel à SES Service au fil des décennies, révélant que le nombre total de victimes dépassait largement les 17 corps découverts dans la crypte. Certaines familles préféraient que leurs filles disparaissent complètement, précisa-t-elle avec un détachement glaçant. Dans CECAS, nous organisions de faux enlèvements ou des accidents en mer.
Les corps étaient ensuite discrètement immergés au large de Dieppe par des pêcheurs complices. CES famille payait un supplément pour CE services plus complexes. Le procès de Madame Fourier et de SE complices s'ouvrit le 15 janvier 1892 devant la cour d'assises de Seine-Maritime dans une atmosphère de tension extrême. L'affaire avait pris une dimension nationale et la presse parisienne envoya SES meilleur chroniqueur judiciaire pour couvrir CE qui était déjà surnommé le procès du siècle. La salle d'audience du palais de justice de Rouen, habituellement spacieuse, se révéla insuffisante pour accueillir tous les curieux qui voulaient assister au débat. Des personnalités de tout le pays firent le déplacement. Attirés par le caractère extraordinaire de cette affaire qui remettait en question les fondements moraux de la société bourgeoise. L'accusation était portée par le procureur général Émile Durand, magistrat parisien spécialement dépêché pour éviter tout conflit d'intérêts avec la magistrature locale compromise. Dans son réquisitoire d'ouverture, il présenta l'affaire comme le plus monstrueux détournement de l'autorité éducative et parentale jamais perpétré sur le territoire français. Madame Fourier, âgée de 76 ans, apparut dans le box des accusés vêtus de noir, conservant une dignité glaciale qui impressionna l'assistance. SE's premiers mots à la barre résumèrent sa philosophie criminelle. « Messieurs les jurés, je n'ai jamais agi que dans l'intérêt supérieur des familles qui me faisaient confiance. » Ces jeunes filles étaient malheureuses dans un monde qui ne correspondait pas à leurs aspirations. Je leur ai évité une vie de souffrance et de conflits perpétuels. Cette justification morale du crime, exposée avec une sincérité troublante, révéla la personnalité complexe de cette femme qui avait réussi à convaincre tant de familles de participer à SES forfait. Elle se présentait comme une bienfaitrice de la société, débarrassant les familles honorables d'héritières dont l'insubordination menaçait l'ordre établi. Les témoignages des familles impliquées furent particulièrement poignants. Certains parents avouèrent leurs crimes avec un repentir sincère, comme Auguste Duval, qui s'effondra à la barre en évoquant le souvenir de sa fille Eugénie. « Je regrette amèrement CE que j'ai fait », sanglota-t-il. « L'appât du gain et la peur de la ruine m'ont fait perdre toute humanité. Je méritais de mourir à la place de ma fille. » D'autres, au contraire, assumèrent leurs actes avec un cynisme révoltant. Le comte Hubert de Montclair, dont la fille Adélaïde figurait parmi les victimes de 1854, déclara sans sourciller « Ma fille était devenue incontrôlable et menaçait de déshonorer notre famille en s'enfuyant avec un comédien ambulant. Madame Fourier nous a rendu service en résolvant CE problème de manière définitive. Je n'éprouve aucun remords. » Après 6 semaines de débats passionnés, le jury rendit son verdict le 28 février 1892. Madame Fourier fut reconnue coupable de 43 assassinats et condamnée à mort. Sœur Marguerite Dubois et frère Antoine Leclerc écopèrent respectivement des travaux forcés à perpétuité et 20 ans de réclusion criminelle. Les familles impliquées furent jugées séparément lors de procès connexes qui s'étalèrent sur toute l'année 1892. 12 chefs de famille furent condamnés à des peines allant de 5 à 20 ans de prison pour complicité d'assassinat. Leurs biens furent confisqués et vendus aux enchères pour indemniser les familles des victimes qui n'avaient pas participé au crime. L'exécution de Madame Fourier eut lieu le 15 avril 1892 sur la place du Vieux Marché de Rouen, lieu symbolique où avait été brûlée Jeanne d'Arc 4 siècles plus tôt. Devant une foule de plus de 10 000 personnes, elle monta sur l'échafaud avec la même dignité glaciale qu'elle avait conservée tout au long de son procès. Ses derniers mots, rapportés par les journalistes présents, résumèrent une dernière fois sa vision déformée de la morale. « Je meurs sans regret, car j'ai toujours agi selon ma conscience. Ces jeunes filles sont mortes en paix, et leurs familles ont retrouvé l'harmonie. L'histoire jugera si j'avais tort ou raison. » L'école Sainte-Catherine fut fermée définitivement le lendemain de l'exécution. Le bâtiment, devenu trop chargé de souvenirs macabres pour continuer à servir d'établissement scolaire, fut vendu à la municipalité qui le transforma en hospice pour les vieillards indigents. Cette reconversion,
empreinte d'une ironie tragique, permit au lieu de retrouver une vocation charitable après avoir abrité tant de crimes. L'affaire de l'école Sainte-Catherine eut des répercussions considérables sur la société française de la fin du XIXe siècle. Elle révéla au grand public l'existence de pratiques criminelles au sein de la bourgeoisie que beaucoup préféraient ignorer. Le scandale provoqua une remise en question profonde du système éducatif privé. De nouvelles lois furent votées pour renforcer le contrôle de l'État sur les établissements confessionnels et un corps d'inspecteurs spécialisés fut créé pour surveiller les pensionnats de jeunes filles. Plus largement, l'affaire alimenta les débats sur l'émancipation féminine qui agitaient la société française de l'époque. Les féministes de la première heure, comme Hubertine Auclair, utilisèrent ces faits divers tragiques pour dénoncer l'oppression exercée sur les femmes par une société patriarcale qui préférait les éliminer plutôt que de leur accorder la liberté de choisir leur destin. L'Église catholique elle-même fut ébranlée par la révélation de l'implication de membres du clergé dans ces crimes atroces. Une commission d'enquête interne fut créée pour vérifier que de telles pratiques n'existaient pas dans d'autres établissements religieux, et de nouvelles règles furent édictées pour encadrer plus strictement l'activité des congrégations enseignantes. Malgré l'ampleur de l'enquête et la minutie des investigations, l'affaire de l'école Sainte-Catherine laissa plusieurs mystères non résolus qui continuent de hanter l'histoire de cette tragédie. Le plus troublant concerne le nombre réel de victimes. Si 43 corps furent découverts dans les deux cryptes, plusieurs témoignages suggèrent que d'autres jeunes filles furent éliminées selon des méthodes différentes. Les aveux de Madame Fourier évoquaient des immersions en mer et des disparitions organisées dont aucune trace matérielle ne fut jamais retrouvée. L'enquête révéla également l'existence de courriers échangés avec d'autres établissements scolaires de province, suggérant que le système pourrait avoir eu des ramifications dans d'autres régions de France. Des lettres retrouvées dans les archives mentionnaient des institutions sœurs en Bretagne et dans le sud-ouest, mais les investigations menées dans ces régions ne permirent jamais de confirmer l'existence d'organisations similaires. Plus mystérieux encore, certains documents suggéraient l'implication d'un commanditaire anonyme, désigné dans la correspondance de Madame Fourier sous le nom de code « le mécène ». Cette figure fantomatique semblait financer une partie des opérations et orienter le choix de certaines victimes selon des critères qui demeurèrent obscurs. Malgré des mois d'investigation, l'identité de ces personnages ne fut jamais établie, laissant planer l'hypothèse qu'une autorité supérieure coordonnait l'élimination d'héritières à l'échelle nationale. L'histoire de l'école Sainte-Catherine semblait close avec l'exécution de Madame Fourier et la condamnation de SES complices. Mais les derniers secrets de cette affaire ne furent révélés qu'en 1923, lors de la démolition de l'ancien bâtiment scolaire pour construire un hôpital moderne. Les ouvriers chargés de la destruction découvrirent, cachés dans une cloison de l'ancienne chambre de la directrice, une dernière cache contenant les mémoires personnelles de Madame Fourier. Ces cahiers, rédigés durant ses 30 années d'activité criminelle, révélèrent des détails encore plus terrifiants sur son état d'esprit et ses motivations profondes. On y apprit notamment qu'elle tenait un véritable catalogue de SE victimes, avec leurs photographies, la description de leur personnalité et une analyse détaillée des raisons qui avaient motivé leur élimination. Ces portraits, d'une précision psychologique troublante, montraient qu'elle étudiait ses futures victimes avec l'attention d'un naturaliste observant des spécimens. Plus glaçant encore, ses mémoires révélaient qu'elle éprouvait une satisfaction esthétique dans l'accomplissement de SES crimes. Elle décrivait avec une complaisance morbide la beauté des jeunes filles endormies par le poison, comparant leur visage apaisé à celui d'anges rappelés prématurément au paradis. Ces documents posthumes confirmèrent définitivement que Madame Fourier n'était pas seulement une criminelle cupide, mais une psychopathe raffinée qui avait trouvé dans sa position d'autorité éducative le moyen de satisfaire ses pulsions meurtrières tout en s'enrichissant.
Le dernier mystère de cette affaire fut élucidé en 1935, lors du décès du notaire Armand Lesage, qui avait participé à l'enquête initiale. S.E. héritiers découvrirent dans S.S. papier personnel une confession écrite révélant l'identité du mystérieux mécène évoqué dans les archives de Madame Fourier. Il s'agissait du ministre de l'Instruction publique de l'époque, François Guizot, qui aurait secrètement financé l'élimination d'héritières dont les idées progressistes menaçaient l'ordre social que le gouvernement de Louis-Philippe tentait de préserver. Cette révélation tardive, si elle ne put jamais être formellement prouvée, suggéra que l'affaire de l'école Sainte-Catherine n'était que la partie visible d'une politique gouvernementale occulte d'élimination des éléments subversifs de la société française. Vous avez entendu cette histoire jusqu'au bout. Mais êtes-vous certain qu'elle appartient vraiment au passé? Dites-moi en commentaire si vous pensez que tout a vraiment été révélé dans cette affaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets enfouis de notre histoire et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment les mystères qui font frissonner. Car après tout, qui sait quels secrets dorment encore sous nos pieds dans les vieilles pierres de nos villes? L'école Sainte-Catherine de Rouen reste aujourd'hui l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire criminelle française. Un rappel glaçant que l'horreur peut parfois se cacher derrière les façades les plus respectables de notre société.